Donc c'est la dernière conférence, la conférence conclusive de ces semaines d'études médiévales qui ont été extrêmement denses. Et donc nous avons le plaisir, l'honneur et la joie d'accueillir Michel Bagnat, qui est directeur d'études à l'école pratique des hautes études, spécialiste de sociolinguistique, je ne me trompe pas. Diachronique romane. Diachronique romane. Je ne vais pas dire beaucoup plus de choses, sinon qu'il a une grande qualité, c'est celle de pouvoir expliquer très clairement, même aux historiens, ce qu'est non seulement la langue, mais aussi les implications culturelles des mutations linguistiques et langagières. Et donc, plutôt que de dire des bêtises devant lui, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, tout va bien. Donc, d'abord, je remercie la présentatrice, mais ce qui m'inquiète, c'est que je vois que je fais peur, puisque, donc, et puis d'autre part, il est imprudent de dire que je vais vous intéresser, parce que je saurai si je vous intéressais dans 1h30. Pour l'instant, on verra tout ça. Et enfin, j'ai entendu hier après-midi l'exposé de Fabio avec des quantités de belles images, et alors, je vais vous citer Césaire d'Arles, évêque d'Arles au début du VIe siècle. Césaire disait à ses paroissiens, qui étaient souvent, vous savez, des vignerons, cultivateurs et tout ce que vous voulez, et il leur disait, les invitait à apprendre par cœur les grandes prières chrétiennes. Bon. Et alors il donne la parole à un de ces paysans qui il le fait dire « Ego homo rusticus sum et terrenis operibus iugiter occupatus tempus mihi est ». Donc, je suis un paysan, et comme je travaille tout le temps, je n'ai pas le temps d'apprendre. Eh bien, moi, comme je suis un vieux et un peu paysan, je suis aussi un rusticus, donc je n'ai pas trop appris à me servir de PowerPoint. Donc, vous n'aurez pas de belles images, vous vous contenterez de ce que je suis capable de faire, mais comme par ailleurs, il y a deux choses que j'aime, c'est vrai, donner de la documentation, donc vous devez l'avoir entre les mains, et d'autre part, cela permet, quand vous repartez chez vous, à la différence du PowerPoint, d'avoir les textes sous les yeux et de pouvoir les relire. Voilà. Donc, parce que les images à l'écran, c'est magnifique, mais après, on n'a plus rien. Donc, quand c'est de l'histoire de l'art ou des choses comme ça, je comprends, mais quand c'est des passages de Cassiodore qu'on projette à l'écran, je trouve ça, franchement, frustrant. Donc j'espère, je ne vais pas vous assommer, j'espère, de propos préliminaires, mais pas de belles images. C'est une communication, d'ailleurs je ne sais pas trop y marquer conférence, mais en fait, ça sera plutôt un séminaire de partage de savoir. Et d'autre part, je ne peux pas conclure 15 jours. C'est la dernière communication, mais je ne peux pas conclure sur tout ce qui s'est dit. 1, parce que je n'ai pas assisté à tout. 2, parce que je ne sais pas tout ce qui me permettrait de conclure. Donc, je vais vous raconter ce que je vais vous raconter. Et alors, je vous ai mis comme titre « Langue parlée et langue écrite du 6e au 8e siècle en Aquitaine de l'Ouest », parce que, puisque je suis invité en Poitou, je me suis dit, je vais m'occuper du Poitou. Voilà. Mais évidemment, donc, le commentaire général du titre, c'est que quand j'ai mis Aquitaine de l'Ouest, c'est en réalité que je pense évidemment au nord de l'Aquitaine seconde, qui était une des régions de l'administration de l'Empire romain, mise en place après la réorganisation sous Dioclétien et qui a perduré en fait pendant fort longtemps. Donc, je pense à l'Aquitaine seconde, hein, j'aurais pu vous apporter des cartes aussi. Enfin, l'Aquitaine seconde qui coule, ce n'est pas très difficile. Ça comporte, en fait, le Poitou, l'Aunis et la Saintonge. C'est dont je m'occuperai essentiellement parce que, bien entendu, je ne vais pas m'occuper du sud de l'ancienne Aquitaine où commence le Languedocien et le Gascon. Voilà. Je ne ferai pas tout, je m'occuperai vraiment de la région ici. Alors, vous avez entre les mains, donc, un modeste document, un rusticus, n'est-ce pas, qui comporte, j'espère, donc voilà, je vous l'ai distribué, et vous voyez, vous avez d'une part une abréviation, une liste abréviation et terminologie, parce que c'est de la il y a deux difficultés, c'est de la terminologie purement linguistique, et cette terminologie purement linguistique n'est pas tout à fait celle que les romanistes traditionnels enseignent. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, vous ne voyez pas, si ça vous dit quelque chose, le mot latin vulgaire, il n'y est pas.
Vous voyez par contre un latin parlé. Et puis vous voyez une périodisation. Enfin, je vais revenir là-dessus. Et ensuite, je vous ai mis une assez longue note bibliographique pour que vous sachiez un peu sur quoi repose ce que j'ai à vous raconter. Donc vous consulterez tout ça chez vous tranquillement. Je pense qu'elle sera utile à chacun d'entre vous. Et après, des documents. Voilà. Des documents, quelques documents sur lesquels que je commenterai dans la suite de mon exposé. Et comme ici, vous voyez tout de suite qu'il y a... Enfin, je me suis vraiment occupé de ce à qui j'ai eu affaire. Par exemple, j'avais reçu il y a longtemps de ça un texte édité par Beach, avec l'aide de Georges Pont, qui est un de vos illustres érudits, sur le Conventum, et donc je l'ai cité parce que j'avais lu ce texte avec intérêt, ainsi de suite. Et puis comme ici, il y a pas mal d'épigraphistes, n'est-ce pas, et avec toute une école d'épigraphie locale, c'est pour ça que je me suis appuyé sur des citations dans un corpus épigraphique. Voilà. Alors, en ce qui concerne... Parce que le public... D'abord, je vois qu'il y a encore un peu de monde. Ça, c'est bien. Parce que quand un dernier a parlé un samedi matin, il arrive qu'on soit une vox clamans in deserto, c'est-à-dire qu'on se retrouve tout seul devant quelques tenaces participants. Donc d'abord, je vous remercie d'être là. Et ensuite, je ne sais pas d'où vous venez, ni quels sont vos niveaux dans ces domaines-là, dont je donne des explications. Je vous demande de me pardonner si ce sont des choses qui vous sont familières. La position du Poitou ici, au point de vue dialectal, je me réfère là aux zones dialectales modernes, eh bien, comporte un certain nombre de points, c'est-à-dire que le Poitou a été, j'exclus les zones occitanes du sud, c'est-à-dire le gascon et le languedocien, mais en revanche, ce sont les atlas linguistiques du XIXe siècle d'abord et du XXe ensuite qui ont permis de tracer les cartes de ce qu'était la langue parlée réelle, quotidienne de la région au XIXe siècle. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de voir encore hier un de ces atlas, qui est celui fait par Brigitte Oriot, qui s'appelle donc Enquête ethnographique, linguistique ethnographique sur les parlers du Poitou. Bon, et c'est à partir de cela que je peux traiter de cette question. Et les zones dialectales de la région sont essentiellement les dialectes d'Oil, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, j'hésite à dire aujourd'hui, on est en 2012, et le nombre de locuteurs qui parlent encore un des dialectes poitevin ou saintongeais doit être extrêmement réduit s'il en existe encore. Donc, ce que je décris là, c'est vraiment la situation du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Voilà. Où on en est aujourd'hui, je ne le sais pas. Mais comme je vais vous parler du 6e ou 8e siècle, je pense que les données du 19e sont exploitables, n'est-ce pas? Voilà. Donc, cette région comporte une partie d'Oil, de dialecte d'Oil, poitevin saintongeais, et aussi une partie limousine, de ce qu'on appelle aussi le nord occitan. C'est-à-dire que l'est du département, le sud-est du département de la Vienne et le nord-ouest du département de la Charente comportent des parlers d'oc, nettement d'oc. Donc nous sommes dans une zone, vous êtes dans une zone qui est une zone de frontière entre la langue d'Oil et la langue d'oc. Et, bien entendu, je laisse absolument de côté la question, j'ai pu constater que tout le monde parlait un français à peu près standard, sauf moi, donc j'ai entendu les accents italiens, allemands, etc. C'est parfait, comme ça, moi j'ai l'accent toulousain, donc je ne me sens pas trop décalé par rapport à vous, mais enfin, dans l'ensemble, ce qui se parle ici, c'est maintenant le français standard moderne. Bon, donc de celui-là, je ne m'en occupe pas, hein. Ce n'est pas ma problématique ici. Alors, la situation maintenant proposée ici, qui est liée, la situation qui est liée à deux aspects, un aspect diachronique donc et un aspect synchronique. Sur l'aspect diachronique, j'avais déjà fait des conférences ici à ce sujet plus général, mais c'était à une époque, si certains, vous étiez tous nés, mais vous étiez beaucoup plus jeunes pour certains, c'était il y a une douzaine d'années, donc j'avais expliqué quelque chose qui est, alors l'apport, j'espère, important pour l'histoire de la culture et des langues en Occident, c'est-à-dire l'idée que le latin, d'abord, a été une langue comme tout le monde,
parlé par tout le monde, absolument partout, et par conséquent que ce latin-là, le latin parlé, il reçoit donc le nom de latin parlé. Et il a été, je répète, parlé partout, et il ne faut, personnellement, j'ai abandonné l'idée que dès qu'on parle, on est vulgaire. Parce que, je ne sais pas, il faudrait que je fasse lever les doigts. Qui d'entre vous a fait une licence de lettres modernes ou passé la grecque ou le CAPES de lettres modernes? En France, on vous apprend qu'il y avait 2 latins, mais il faut dire aussi que mes collègues professeurs de lettres classiques enseignent la même chose. Il y avait 2 latins, le latin littéraire, qu'on peut enseigner et respecter, et le latin vulgaire, qui prend toutes les formes comme un vampire langagier, et c'est de ce vampire que sont nées les langues romanes. Nous en avons parlé hier soir, c'est un enseignement traditionnel du XIXe siècle qui perdure et qui apprend que l'histoire des langues se forme dans la vision ancienne du XIXe siècle exclusivement par, en fait, corruption. Une langue ne peut que se corrompre. C'est une vision qui n'est pas linguistique, mais c'est une vision culturelle et une vision éthique. Et comme je sais qu'il y a quelques francisants spécialistes de français médiéval ici, j'espère un jour arriver à partager ces convictions avec eux. Voilà. Mais les implications sont considérables. Alors, vous voyez, en ce qui concerne les époques, eh bien, je vous ai mis 6e, 8e siècle parce que c'est le moment où, en fait, on passe, désormais dans l'histoire, je dirais, moderne de l'ancienne langue, je considère qu'il y a les étapes où on parle de latinophonie. Alors, la latinophonie 1, c'est l'époque de Cicéron, de César, du latin parlé à proprement classique. Alors, quand on dit latin parlé classique, ça ne veut pas dire que tous les locuteurs s'exprimaient comme les académiciens. Mais c'est la même chose que de dire l'époque du français classique au temps de Louis XIV. Ça ne veut pas dire que les Parisiens parlaient comme Racine ou Molière, n'est-ce pas? C'est important de se faire comprendre comme cela. Ensuite, il y a ce que j'appelle le latin, et je ne suis pas seul, le latin parlé tardif de phase 1, qu'on appellera impérial, c'est-à-dire, c'est là qu'on entre dans la période dont je vous parle, c'est-à-dire le moment où la latinisation de l'ensemble de l'Empire romain se consolide, et j'ajoute aussi, mais je l'ai publié, je l'ai dit, c'est quelque chose qui est toujours raté par les romanistes traditionnels, la latinisation se consolide à proportion de la christianisation. C'est-à-dire, vous avez eu 2 colonisations, si j'ose dire, celle militaire et commerciale faite par les Romains au temps de Cicéron et de César, mais il y a une 2e colonisation qui est faite avec l'expansion massive du christianisme. La christianisation se fait par l'intermédiaire du latin parlé. Voilà. Donc c'est l'époque du latin parlé tardif impérial, mais là j'ai suivi les dates, on suit les dates de l'histoire classique jusqu'au 5e siècle, Empire romain. Comme je m'abstiens de mettre 476 que les petits récitent par cœur, parce qu'évidemment, il y a des zones de transition entre une fin d'Empire et un début de Moyen-Âge, et c'est pour ça que je mets des siècles en chiffre rond. Je ne mets pas des dates 1er janvier 477, fin de l'Empire romain, hein, après la chute de Romulus Augustus. Ce sont des dates au sens large. Et ensuite, entre la période suivante, c'est la période qui nous intéresse le plus, enfin, à moi comme linguiste et aussi à vous comme historien peut-être, et aussi comme épigraphiste et autres, c'est au 6e, 7e siècle que la langue parlée se met... Comment se passe une évolution? L'évolution, il n'y a pas de point mort dans les langues. Une langue qui n'évolue pas est morte. Bon. Mais il y a des accélérations dans les évolutions. Donc le 6e, 7e siècle, c'est l'époque où il se passe 2 choses. 1, le type latin devient le type roman partout. Et 2, le type roman achève de se différencier en différentes langues romanes et dialectes romans. Voilà. 6e, 7e siècle, n'est-ce pas? Et vous avez ici, en marge, dans votre listing, dans votre liste, le mot proto-roman, 8e siècle. Et entre les deux, je vous ai mis... alors, le point commun entre toutes les universités est un point commun. 1, il n'y a pas d'argent. 2, il n'y a pas d'horloge. Donc, je veux dire par là, c'est vrai, nulle part autrefois dans les classes, on avait des horloges qui battaient le rythme du cours et qui permettaient de survivre en attendant la fin. Mais là, c'est fini, il n'y en a plus. Donc là, je vous parle sans savoir très bien comment je mange mon temps et le vôtre. Donc vous ferez signe quand trop de choses se sont écoulées.
trop de temps se sera écoulé. Alors, vous voyez, il y a marqué proto-roman. Alors, proto-roman, parfois je suis embarrassé pour trouver des mots exacts. C'est-à-dire, et pas seulement, quand on met proto, ça veut dire que c'est le début du roman. Ça ne veut pas dire, comme je l'ai lu sous la plume de gens pourtant compétents, c'est du roman primitif. Il n'y a pas de roman primitif. Ça ne signifie rien. J'ai lu parfois qu'au 7e, 8e siècle apparaît une nouvelle langue élémentaire et mal structurée. Ça n'a aucun sens. Quand on fréquente les langues réelles, hors normes, des patois et des dialectes, on sait très bien que les locuteurs parlent à leur façon, mais de façon complète et riche. C'est-à-dire le point de vue qui est souvent exprimé, et c'est un des défauts en linguistique diachronique, c'est que constamment, le fait qu'on soit des enfants de l'école qui avons appris à lire et à écrire et qui stigmatisons les fautes d'orthographe, nous avons intériorisé l'idée que seule l'école peut apprendre à bien parler, que seules les académies ou la littérature peut donner le label bonne langue. Mais ça, c'est parce que nous sommes de ce côté-là, nous avons un centrage culturel qui est totalement faux par rapport à la réalité langagière. Parce que tous les peuples de la planète, maintenant, ils commencent à être tous alphabétisés. Enfin bon, je ne vais pas vous faire un cours de linguistique générale, c'est pas la peine. Je veux dire, la parole humaine n'a pas attendu les académiciens pour exister. Disons-le autrement. Le fait de parler, je le répète aussi, il n'y a que 2 cas où on parle de façon incohérente ou insuffisante. Alors quand on parle une langue étrangère, parce que là c'est difficile, mais admettons en langue locale, vous n'avez que 2 cas. Un, les maladies mentales ou les accidents vasculaires cérébraux. Sinon, tout locuteur qui parle une langue complète. Je dis tout ça parce que le proto-roman, c'est le moment où on peut dire que le type de langue parlée est de type plutôt roman que de type latin. Et pour achever d'être tout à fait précis, je vous ai mis une frontière diachronique que vous ne trouverez pas si certains d'entre vous connaissent Viva Voce, donc j'ai cité dans la bibliographie ma thèse publiée en 92, ça fait 20 ans, qui était un pavé de défrichement général, et il y a un chapitre, le dernier chapitre, le chapitre 9, comporte 2 parties, une histoire de la communication et une tentative de modélisation linguistique. Mais l'histoire de la communication, ça n'a pas beaucoup bougé. La thèse résiste de ce côté-là. Par contre, pour l'histoire du changement langagier, en 20 ans, je dirais qu'on a fait des progrès, que j'en ai fait en particulier. Donc il y a des précisions que vous n'auriez pas dans ce livre. Alors maintenant, il est raisonnable d'adopter comme zone de transition diachronique, de passage d'un état où la langue parlée peut être dite plutôt latine à un état où elle est plutôt romane, la période 650-750. Voilà. Vous le trouverez adopté, c'est pour ça que je l'ai cité, dans le livre de Martin Glesgen, que vous avez dans la bibliographie Linguistique française et romane. Il a consacré une pleine page à la description de cette frontière diachronique. Ce qui fait que toutes vos inscriptions là, mérovingiennes et carolingiennes chevauchent aussi cette période. Voilà. Donc, bon, je vous en ai dit assez pour cela. Donc, quand le très très ancien, enfin on dit le très ancien français, mais en fait il faut dire le contraire. Le très ancien français, il est tout neuf au 8e siècle. Vous comprenez, pour nous il est très ancien, mais pour les locuteurs, de toute façon, là aussi on vous dit les langues vieillissent. C'est complètement faux. C'est une vision totalement folle. Une langue ne vieillit pas. Le bébé qui naît et qui parle, il ne parle pas une vieille langue. Hein. Il y a aussi des modèles anthropologiques, vous savez, le latin vieillit, la civilisation vieillit. Nous vieillissons, mais pas la langue que nous parlons. Du coup, j'ai éliminé aussi les images anthropologiques que je suivais quand j'avais votre âge. Voilà. Et si vous regardez le manuel de Veikko Vaananen, Introduction au latin vulgaire, qui est célèbre, qui est un grand classique, mais vous savez, pour moi maintenant, ce genre de livre, c'est comme, pardonnez que les catholiques me pardonnent, mais c'est comme les grands. Il y a un type qui vient d'écrire qu'il a trouvé l'équation de Dieu. J'ai entendu ça à la radio l'autre jour, très bien. C'est comme ceux qui écrivent 8 livres De Trinitate sur les 3 personnes. Le problème n'est pas de savoir comment concilier les 3 personnes en Dieu, mais peut-être se poser des questions sur la croyance en Dieu. Voilà, je veux dire ça. Alors, en ce qui concerne le latin vulgaire, je n'y crois pas. Je vous laisse libre de croire en Dieu, mais le latin vulgaire, j'aimerais que vous cessiez d'y croire. Et en particulier, il y a dedans, vous regardez, mais je ne vous l'invente pas, il vous parle de l'âge d'or du latin, Cicéron. Après, il vous met l'âge d'argent. C'est Tacite et compagnie. Puis à l'âge de bronze, et puis après, Grégoire de Tours, les autres, c'est l'âge de fer. Hein, Et alors, appliquez donc cette règle à la littérature française. Donc, Racine, âge d'or,
Voltaire, âge d'argent, et nous, vous comprenez, ça n'a pas de sens de dire les choses comme ça. Et donc ce que je vous dis, ça a l'air paradoxal, mais ça n'a pour but que de ramener aux perspectives communes de la linguistique. Partout ailleurs dans le monde, quand on étudie des langues, des rapports entre les niveaux de langue et tout ça, on n'emploie pas ces concepts. Il n'y a que pour la philologie romane qu'on a droit aux trois piliers de la sagesse, n'est-ce pas? Voilà, etc. Bon, alors, par conséquent, d'un point de vue synchronique, à partir du 8e siècle, on peut considérer qu'il a émergé, que le latin parlé a achevé de se transformer en roman précoce. Voilà. Et c'est ici que j'apporterai un petit quelque chose peut-être à la région de Poitiers, c'est-à-dire que les limites justement au 8e siècle, ça c'est une question difficile qu'on ne sait pas très bien résoudre, c'est que, est-ce que dès le 8e siècle, le découpage entre dialectes existait comme on le voit au 19e? Je n'ai pas de réponse très tranchée là-dessus. Par exemple, ce que l'on peut dire par contre avec une certaine certitude, c'est que le partage entre un sud-occitanophone et un nord-oïlophone, ou francophone si vous préférez, est acquis au 8e siècle. Au 8e siècle, tout le nord de l'ex-Gaule, future France, et quand je dis le nord, c'est la moitié nord, mais pour les Parisiens, c'est le sud de la Loire, donc c'est pas ça, tout à fait ça. Donc en réalité, la frontière aujourd'hui, vous savez, si vous connaissez les cartes, passe à Limoges et Clermont-Ferrand, et puis elle descend jusqu'à Bordeaux, hein, et de l'autre côté à Lyon. Et tout ce qui est au sud est considéré comme de langue d'oc, génétiquement, et tout ce qui est au nord, de langue d'oïl. Bon, alors là, je pense que globalement, il n'y a pas de raison d'en douter, le partage, effectivement, entre une évolution latinophone donnant de langue d'oc au sud de cette ligne, la langue d'oïl au nord, remonte au plus tard au 8e siècle. Ça, très probablement. Mais, alors, par contre, il y a des régions où on peut avoir des doutes. Par exemple, quand vous regardez la vallée du Rhône, il y a une poche, c'est-à-dire que le provençal, puisque c'est le dialecte provençal à l'est, s'arrête pratiquement au nord de Valence. Hein. Et si vous regardez du côté de Poitiers, il faut descendre largement vers le sud pour arriver au dialecte d'oc. Mais ce n'était probablement pas, là c'est une thèse qui n'est pas de moi, hein, j'y reviendrai éventuellement, c'est une thèse qui n'est pas de moi, c'est-à-dire un certain nombre de philologues qui ont travaillé sur la région et de linguistes, j'y reviendrai tout à l'heure, ont soutenu qu'en fait, la zone au nord, depuis le sud du Poitou, Aunis-Saintonge jusqu'au nord du Poitou, actuel, hein, de la Vienne actuelle, pas très loin au nord, étaient de zones occitanophones, de langue d'oc, et pour être plus précis, d'un occitan ressemblant fort au limousin, qui est encore parlé plus ou moins aujourd'hui dans la région limousine. Hein, à 100 km à l'est de la Vienne, vous avez la Haute-Vienne, et entre les deux, j'y reviendrai, mais il y a un certain nombre de parlers où apparaissent nettement des traits non plus de dialecte poitevin, mais des traits de dialecte limousin. Alors l'hypothèse qui a été émise, qui me paraît moi justifiée, c'est-à-dire que, eh bien, vous avez été du sud, si j'ose dire, au moins jusqu'au XIIe ou XIIIe siècle. Et que j'y reviendrai. Et cela m'a intéressé parce que vous savez que le premier grand auteur occitan, c'est Guillaume IX, dit de Poitiers, duc d'Aquitaine, et qui n'a écrit qu'en occitan. Or, ça avait posé un problème de savoir pourquoi diable, si j'ose dire. Dans le cas de Guillaume, on a le droit de dire pourquoi diable. Un grand seigneur de Poitiers a adopté comme langue littéraire la langue d'oc. La question serait résolue si on admettait que sa langue en fait familière, c'était plutôt la version limousine de l'occitan. J'y reviendrai tout à l'heure si j'ai encore le temps. Alors, en ce qui concerne les instruments dont nous disposons, eh bien, je vous ai donc apporté ceci pour que vous l'ayez entre les mains. Et
je vous ai dit un peu l'essentiel de tout cela, c'est-à-dire il existe une latinophonie commune sous l'Empire. Cette latinophonie, alors là aussi, j'en parlais d'ailleurs avec des historiens de l'art, M. Hartmann n'a pas pu, et d'autres, etc. Plus les historiens et les archéologues fouillent les églises, les villas, les bâtiments des 5e, 6e siècles, et puis ils découvrent quelque chose en quoi j'avais foi personnellement depuis longtemps, c'est-à-dire que ce que racontent un certain nombre d'écrivains contemporains est vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu des constructions, des bâtiments importants, et que la vision, moi je ne sais pas quelle était votre formation, ni quels ont été vos professeurs, mais que l'ancienne vision apocalyptique de la chute de l'Empire romain doit être désormais effacée. Ça ne veut pas dire que c'était l'époque des bisounours. Hein. Il y a eu des moments très désagréables et probablement violents à cette époque-là, mais ce n'est pas la même chose que de se représenter une catastrophe générale. L'histoire de l'Antiquité tardive en France a été très nettement influencée par le désastre de 1940, pour le dire très simplement. Et vous pouvez regarder les titres des livres publiés sur le Haut Moyen-Âge dans la période, c'est toujours les invasions, les vagues barbares, tout ce que vous voulez. Mes collègues, au fond d'autrefois, ne s'étaient pas remis de l'invasion de Guderian, et ils rétroprojetaient sur les invasions franques et goths ce qu'ils avaient vécu. Alors je ne vais pas vous dire que les Francs étaient déjà des anges, les Visigoths non plus, mais ils ont fait peu de dégâts quand ils n'étaient pas assez nombreux de toute façon. Peu de dégâts, et en fait, par exemple, vous parlez d'Arles avec... je pourrais faire un cours d'histoire. La vision, et donc, tout ça, sans en faire une époque, il n'y a pas d'époque idéale. De même que maintenant, je ne titre jamais la crise 2, parce qu'on est toujours en crise. Depuis que j'ai une mémoire historique, c'est-à-dire depuis 12-13 ans, on a toujours été en crise. Quand j'avais 12 ans, c'était la guerre d'Algérie, après c'était la crise des missiles, après ci, après ça. Je veux dire, je dis ça pour rassurer les jeunes, on a toujours été en crise. Mais alors, ça vous rassure ou ça vous angoisse, je ne sais pas, mais c'est pas particulier aujourd'hui. On a toujours été en crise, mais simplement, les motifs des crises étaient différents. Bon. Alors, pour préciser un peu plus, pour ce qui est de ce latin parlé, on lui a appliqué en sociolinguistique, c'est là qu'on fait de la sociolinguistique les critères universels mis au point pour la description, disons, de ce qu'on appelle la variation langagière. Alors il y a en particulier un linguiste qui a été un des personnages dominants de la linguistique en général, qui s'appelait Cosseriou, qui avait le sens qui était à la fois très analytique parce qu'il connaissait des tas de choses et très synthétique parce qu'il savait théoriser des modèles, qui a ramassé tout ça en ce qu'on appelle en linguistique, en sociolinguistique, les variations dia. Donc le latin, comme toutes les dia. Alors les variations dia, c'est pas un gadget, hein, c'est du grec. Alors on distingue les variations diatopiques. Le latin parlé, il y avait des accents en latin, selon que vous étiez de Carthage, de Milan ou de Toulouse. Il y avait des accents. Mais c'était des accents latins, ce n'était pas des accents romans, j'insiste là-dessus. Il y a les variations ensuite diastratiques, c'est-à-dire que c'est vrai que selon l'appartenance culturelle et sociale, les référents langagiers sont différents. Bon. Il y avait, mais je ne fais pas, si ça vous passionne, je vous donnerai la bibliographie. Mais c'est important, il y avait les variations diaphasiques, c'est-à-dire que selon le contexte, la manière de s'exprimer varie. Je vous fais une conférence en principe savante, donc je vais éviter de m'exprimer comme quand j'assiste à un match du Stade Toulousain. Vous comprenez, dans ce cas-là, il y a des choix. Ou bien, si je veux, etc., en tête-à-tête, en groupe, les variations dia sont constantes. Et enfin, il y a d'autres catégories de variations, dont une qui est, je ne vais pas vous dire le nom en grec parce qu'il est vraiment trop cuistre, mais c'est le facteur individuel. Quand nous parlons, nous ne sommes pas la somme de toutes les autres contraintes, il y a aussi le moment où nous, sujet, nous nous plaçons. Voilà. Eh bien, il faut se représenter le latin parlé de l'Empire exactement comme ça, c'est-à-dire flexible, variable, différencié selon les régions, mais j'insiste là-dessus, le mot de latinophonie que j'ai vu adopter plus ou moins est un bon qualificatif, comme on dit aujourd'hui la francophonie.
la francophonie recouvre tous ceux qui parlent français, et qui ce soit avec un accent maghrébin, canadien, toulousain, tout ce que vous voulez, ou parisien. Parce que, vous savez, les Parisiens ont un accent très marqué quand même si eux sont persuadés qu'ils n'en ont pas. Donc ça. Et encore, par rapport à quand j'étais gamin arrivant à Paris, il est moins marqué, parce que l'accent titi parisien a disparu. Si vous regardez les films des années 50-60, les films policiers, tous les gangsters ont l'accent titi parisien. C'est assez significatif face aux flics qui ont un accent plus neutre. Enfin, etc. Moi, je ne vais pas vous faire... Mais il y a un accent, tout le monde a un accent. Hein. Mais le problème, c'est que nous n'entendons pas notre propre accent. C'est de même que nous n'entendons pas notre propre voix. Voilà. Ça permet d'écouter les autres, de ne pas entendre sa voix. Voilà. Donc ces variations de dia, ce sont elles, en fait, qui sont inscrites dès le début. Elles sont inscrites toujours. Le latin classique comme le français classique ne sont pas des langues fixes. Le latin classique, c'est une étape entre le latin archaïque et le latin tardif. Le latin tardif, c'est une étape entre le latin classique et le proto-français ou le proto-occitan ou le proto-italien, enfin je ne vais pas oublier, ou tout ce que vous voulez, toutes les langues romanes, n'est-ce pas, sont toujours des étapes. Et vous, les plus jeunes d'entre vous, vous parlez ce que je dis à mes étudiants, le français parlé tardif, et probablement de phase 2, puisqu'il est en pleine mutation. Voilà. Donc, et c'est pour ça que la langue est vivante, parce qu'elle bouge. De ce côté-là, ce n'est pas la peine de lui donner des ordres, elle bouge spontanément. Voilà. Et les grammairiens et les professeurs, ils ont un boulot difficile, puisque d'un côté, il faut apprendre aux jeunes la norme, et d'autre part, accepter que ça change. Alors je peux vous dire que c'est une opposition qui est plus que délicate, et mes collègues et étudiants, professeurs de français, d'histoire ou autres, c'est vrai, ne sont pas toujours suffisamment outillés là-dessus, puisqu'ils sont préparés à enseigner la norme, mais pas à comprendre le changement. Ça, c'est... Bon, bref. Mais ce sont des histoires de... Alors, ces changements, dans la description traditionnelle, dans la description proposée maintenant dans le modèle sociolinguistique, le latin classique n'est pas un bloc, c'est un bloc fluctuant. C'est quelque chose qui fluctue. Et dans le latin classique, il y a des petites fluctuations initiales, c'est le stade 0, qui sont là, qui sont disponibles. Hein. Et alors, les fluctuations, j'ai fait un papier, mais je ne me suis pas cité. J'ai fait un papier pour embêter les latinistes à Lyon en 2009, au grand colloque latin vulgaire, latin tardif. Vous ne connaissez pas ça? Il y a des grands... Maintenant, il existe une institution qui s'occupe de latin vulgaire et du latin tardif, avec un bureau, un président, des professeurs. Donc, le latin... C'est comme Dieu, vous avez un archevêque, donc Dieu existe. Et pardon, c'est pas très méchant ce que je dis. Hein. Et alors, ils ont un bureau, etc. Et tous les 3 ans, il y a des colloques. Alors, comme ce sont des gens que je connais, qui travaillent bien, par ailleurs, que j'aime bien, je n'ai pas voulu faire un colloque pour dire le latin vulgaire existe-t-il. Donc j'ai fait une communication sur le sujet, le latin classique existe-t-il? Ce qui a l'air farfelu comme ça, mais en réalité, il existe pour le thème latin quand vous êtes en Cagne, ou vous faites l'agrégation. Là, il existe. Mais dès que vous lisez le latin véritablement, en prenant tout le latin, Sénèque, Tacite, Ovide, etc., vous trouvez partout de petites fluctuations. Et si vous regardez bien, c'est exactement celles qui, en se développant, donneront le latin tardif et qui donneront le français. Ça, c'est quelque chose de tout à fait frappant. Donc, ce n'est pas la peine d'imaginer, si j'ose dire, un latin blanc, qui est le latin classique, et un latin noir, vampirisé, qui devient le roman. C'est le destin du latin, dans sa dynamique interne, de devenir le roman. Voilà. Je ne peux pas mieux vous dire. Et alors, du coup, cela fait que la langue écrite, dont les linguistes se méfient toujours beaucoup, un peu à raison, un peu à tort, peut entrer par cette porte-là dans l'écriture d'une histoire de la langue. Parce que sinon, là aussi, la grande romanistique du XIXe siècle a décidé qu'elle prenait la situation du roman parlé au XIXe siècle, et à partir de là, il reconstituait en remontant le temps le supposé latin vulgaire parlé du IVe siècle. De façon absolument arbitraire, en décrétant que la langue écrite, de toute façon, c'est un autre monde qui n'a pas de rapport. Alors, de temps en temps, ils font des exceptions. Il y a une bonne dame qui s'appelle Égérie, vous savez, qui est censée avoir écrit un latin, entre guillemets, vulgaire, etc. Alors, il y a quelques trouées comme ça.
alors donc c'est toujours les mêmes textes qui sont cités. Et c'est tout. Bon, je ne vais pas que je fasse un séminaire de linguistique. Donc tout ça pour vous dire que je vous ai mis entre les mains j'ai pris donc la langue écrite au 6e, 7e siècle. La langue écrite, la seule langue écrite, c'est le latin. Et cette langue, à cette époque-là, et contrairement à ce qu'on pourrait craindre, reste en rapport réel avec la langue parlée. Je dis, elle est en rapport réel. Je ne dis pas qu'on a tout. Pour arriver à reconstituer la langue parlée, il faut faire l'effort de filtrage, diastratique, etc. Mais il y a un rapport, je dirais, suffisamment étroit pour qu'on puisse s'appuyer sur cette langue. Donc je vous ai mis justement, ensuite, donc ça donne une périodisation, n'est-ce pas? Ensuite, à partir du 8e siècle, on va le voir, la langue écrite au 8e siècle, c'est pour ça que j'ai mis proto, reste. Mais faites attention à ce que je vous dis. Soit c'est vraiment du latin, soit souvent c'est en fait du roman latiniforme. C'est-à-dire que, on va le voir, c'est du roman latiniforme. C'est-à-dire qu'il y a un temps où la langue parlée désormais, on peut dire qu'il n'y a plus de latinophonie, c'est la romanophonie 1, et cette romanophonie 1 est mise par écrit, mais de façon latiniforme. On verra les textes après, et ensuite, il faudra, à partir du 10e, 11e siècle, on commence à avoir, la langue parlée reste romane, elle évolue d'ailleurs. Vous savez, l'ancien français n'est pas classique, n'est pas l'ancien français tardif. L'ancien français tardif n'est pas du tout le français moderne, etc., etc. Donc, mais on peut le dire des autres langues. Les Italiens aiment à dire que leur langue n'a pas bougé depuis le XIe siècle. Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'elle a bougé aussi, mais différemment. Ou le castillan, par exemple. Enfin, bon. Il y a l'idée, vous savez, tout le monde sauf moi. Donc, dans l'historiographie, c'est toujours impliqué dans le travail. Alors, donc, il y a le rapport avec la langue parlée. Quand on a du roman latiniforme, le rapport reste réel, n'est-ce pas? Seulement, il demande un effort et d'imagination et de méthode. Bon. Et après, par ailleurs, à partir du 8e, 9e siècle, quand est écrit du latin archaïsant, c'est-à-dire de type alcunien, qui retourne, vous savez, qui imite le latin classique de plusieurs siècles avant, alors là, effectivement, il y a une rupture entre la langue parlée réelle et la langue savante. Mais cette rupture complète se fait pas avant le 8e, 9e siècle. Voilà. Et enfin, cette histoire se résout à partir du 10e, 11e siècle, quand nous avons, non pas les premiers textes en roman, parce que pour moi ils sont là depuis longtemps, mais les premiers textes romans qui ne sont plus cachés avec une cravate latine. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que le roman latiniforme cède la place au roman assumé comme roman. Alors vous avez dû faire la Cantilène de Sainte-Eulalie, les serments de Strasbourg et tout ce que vous voulez. Et puis alors, enfin, pour l'Occitan, c'est les premières œuvres que nous avons, c'est le poème de Boétie, c'est 10e siècle si je me rappelle bien. À ce moment-là, l'écart entre langue parlée et langue écrite, faites attention, parce que de ce côté-là, même si ça vous paraîtra peut-être lunaire, je ne pense pas comme mes amis Peter Koch et les autres, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met à noter où l'écart graphiphonie est réduit, ça ne veut pas dire pour autant que la langue écrite et littéraire représente exactement la langue parlée, ça n'est pas possible. Voilà. Quand vous lisez le début de la chanson de Roland, bien sûr, vous entendez le très ancien français, mais c'est une langue majestueuse, c'est une langue littéraire, mais c'est quand, voilà, etc. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où apparaissent les langues romanes écrites, il ne faut pas croire, les problèmes de diastratie, diaphasie, etc. restent. Ce n'est pas réservé à l'époque latine. Et vous l'avez aujourd'hui aussi. Ce sont des paramètres, ce qui est intéressant à cette méthode, qui sont universels, en fait, qui sont universels. Et à chaque fois, c'est bien de se repositionner comme ça quand on réfléchit à ces questions. Bon, alors, pour les... Ça fait combien de temps que je parle? 1 heure? 40 minutes, bon, ça va. Non, parce que je sais que hier, Fabio a eu pitié de nous, donc je vais
Il y a encore pas un petit moment avant de faire une récréation, alors. Donc, on peut, maintenant que vous avez un premier bagage, si j'ose dire, donc j'ai placé, je vous ai mis des documents que nous pourrons regarder. J'ai mis d'abord des documents donc, sur papyrus, sur parchemin, puis j'ai mis les documents sur pierre, puisque, au fond, j'avais surtout été sollicité, il y a longtemps de ça, à propos de la langue des inscriptions, et puis je ne sais plus ce que j'ai mis à la fin. Non, voilà, documents sur papier ou sur papyrus, ça dépend, et documents sur pierre, je n'avais pas d'autre corpus sous la main, je me suis contenté de cela. Donc, je vous donne des exemples, vous voyez, des documents, ce sont des documents, entre guillemets, latins. Alors, puisque nous sommes à Poitiers, c'est un haut lieu de l'histoire de la littérature, puisque vous avez eu pour évêque un gars qui s'appelait Fortunat, qui arrivait un gars, vous voyez, là je fais une variation diaphasique inopportune. Vous avez eu un très haut personnage qui s'appelait Fortunat, qui appartenait à l'aristocratie en fait, qui avait fait ses études à Ravenne, et on ne sait pas très bien pourquoi il a quitté Ravenne pour venir en fait en Gaule, et en particulier dans le royaume des Francs, et la route, quand on passe par le nord, on commence d'abord par passer par Metz, n'est-ce pas? Donc je ne sais pas si vous connaissez son histoire, mais je ne vais pas vous la raconter. Fortunat a vécu la majeure partie de son existence en Gaule, et il a terminé évêque de Poitiers. Et il nous a laissé une œuvre écrite importante, une œuvre écrite savante. Et il a fondé un monastère dont il en était question, le monastère de Sainte-Radegonde, et il nous a laissé d'ailleurs une vie. Nous avons des vies et des textes écrits par Fortunat, mais ils sont écrits du coup en latin en latin archaïsant, en latin de niveau très élevé, c'est-à-dire en latin, là pour le coup, probablement compréhensible uniquement par ceux qui avaient fait des études avancées, qui avaient vraiment appris le vieux latin, l'ancien latin. Mais ceci ne satisfaisait que modérément l'ensemble de la communauté chrétienne du Poitou. On avait été voir la chasse aussi de Sainte-Radegonde, il me semble, et tout ça. Et parce que, à partir du VIe siècle, il y a plein de belles histoires à raconter comme ça, les chrétiens font une invention de génie. Ils inventent les saints. Ils inventent les saints. Parce que le Christ, vous savez, il y avait une inscription, il y avait les questions de l'ascension du Christ, il disparaît dans les cieux, et les autres restent en bas, et ils se sentent seuls, ils ont un gros coup de cafard. On les comprend. Alors après, il leur envoie, et vous savez, après quelques temps après, il leur envoie, il se sert de la messagerie électronique. Dieu leur envoie des messages électroniques par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est la Pentecôte, n'est-ce pas? Donc, vous avez à ce moment-là, à partir de la Pentecôte, les apôtres sont en contact avec la réalité virtuelle, qui les satisfait moyennement. Mais le bon peuple, lui, ça ne va pas du tout. Le peuple a besoin de toucher la chair, de toucher les vêtements et d'entendre la voix des hommes qui portent la grâce et le salut, et de se faire enterrer auprès d'eux. Après, etc., etc. On a de très jolis textes comme ça d'Augustin ou de Grégoire le Grand, pape, Grégoire le Grand, comme tous les papes, il lui arrivait d'être malade et d'avoir du mal à prononcer son homélie. Donc, il nous le raconte dans sa correspondance, on n'a pas de raison, c'est vers 600, Grégoire le Grand, et il dit qu'il confie à son premier diacre le soin de lire à haute voix le texte qu'il a préparé. Mais c'est que les gens manifestaient. Ils voulaient entendre la voix elle-même, parce que vous comprenez, la voix, c'est magique, ça touche, etc. C'est pas du virtuel, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, l'invention des saints, il y a un très bon livre de Peter Brown là-dessus, Stars and Saints, qui est l'invention des saints. Ça consiste en quoi? C'est à remettre de la chair sur terre, des médiateurs entre ciel et terre, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut engueuler au besoin. C'est l'invention des saints. Et ça, c'est une invention collective des communautés chrétiennes. Les mauvaises langues disent aussi que c'est la résurrection des dieux locaux païens. Mais bon, l'un n'exclut pas l'autre. Voilà. Alors, mais maintenant, quand on a un saint, il faut une histoire qu'on peut raconter. Et bien précisément, nous avons un texte tout à fait intéressant et dans une langue que tout le monde puisse écouter. Je veux dire, si vous écoutez, voilà,
pour commenter, c'est peut-être pas la peine, je vous donne des exemples. Donc je vous ai mis un tout petit échantillon d'un texte que j'ai commenté plusieurs fois et que je cite volontiers parce qu'il est très joli. C'est un extrait de la vie de Radegonde, édité, je ne sais pas s'il y a des éditions plus récentes, je ne me suis pas soucié. Donc Radegonde, abbesse donc, du monastère de Poitiers. Il y a eu donc deux vies, une écrite par Fortunat en sermon Altus et une autre écrite par une moniale dont on sait le nom, qui s'appelait Bodonivi, qui avait un joli brin de plume, comme on dit, mais qui veut raconter l'histoire en variation diastratique, en niveau de langue, en niveau de style, du latin, mais en sermon rusticus. Alors, sermon rusticus, ça veut dire, techniquement, ça veut dire en langue simple, et sociologiquement, moi je traduis en langue de communication générale. Voilà. Ça veut dire que ce texte est lu à haute voix à la communauté des fidèles, peut-être des bonnes sœurs d'abord, mais ensuite à la communauté des fidèles, à chaque anniversaire du saint. Nous savons que c'était des rituels, là, les historiens ont beaucoup travaillé là-dessus, des rituels bien respectés, et après, il y avait la pétanque et le rugby. Enfin bon, on sait tout ça parce que nous avons la vie de Saint-Éloi de Noyon, qui arrive du sud, tombe dans Noyon, vous savez, au nord-est de Paris, à 70 km. Il arrive là chez des gens au milieu du 7e siècle qui ont des habitudes tout à fait différentes de son Aquitaine natale, puisqu'il était du Limousin, et il entreprend d'interdire un certain nombre de choses. On ne sait pas quoi, mais en particulier, il entreprend d'interdire ce que nous on appellerait la fiesta ou la feria. Il a manqué de se faire écharper, vous savez. Donc, quand je vous raconte qu'il y avait la vie du saint et après il y avait vraiment des fêtes et des danses, c'est pas totalement imaginaire. C'était comme ça. Et ainsi donc, il y avait d'abord la lecture haute voix. Donc, vous avez ici un petit échantillon de ce qu'était la lecture à haute voix en latin écrit tardif, mais qui était en liaison suffisamment étroite avec le latin parlé tardif encore vivant de l'époque pour que tout le monde comprenne. Vous avez des petites phrases. Alors, il y a deux choses aussi. Si je le lis haute voix, je vais le prononcer comme si c'était du temps de Cicéron. Mais je donnerai d'autres exemples à un autre moment, mais plus personne ne prononçait comme au temps de Cicéron, d'autant plus que personne ne savait comment il fallait prononcer au temps de Cicéron. Moi, j'ai découvert, les vieux comme on, découvert comment on prononçait vraiment le latin quand on est entré quand je suis entré en 6e à l'époque, où c'était le début de la prononciation restituée. Vous savez, alors qu'avant, tout le monde prononçait à sa façon, les Italiens à l'italienne, les Espagnols à l'espagnol et les Français à la française. Vous savez, et alors ça a un avantage, peut-être, c'est de donner un aspect plus noble, c'est la variation diastratique. Le latin avait l'air plus chic. Vous comprenez? De prononcer quousque, tandem, catilina, au lieu de dire cusque, tandem, voilà, ça marquait mieux. Mais en même temps, ça a accru l'impression que le latin, c'est vraiment une langue d'alien par rapport aux langues romanes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a achevé de créer un clivage culturel. Donc, ici, vous voyez, ergo suis quibus scopans monasteri plateas, donc je vous lis l'ancienne, mais je ne fais pas dans la Constitution. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait, scopans, les scubos, le balai, balayant, plateas, les places, monasteri, du monastère, suis quibus, à son tour. Vous savez, Radegonde appartenait à la très haute aristocratie. Et elle fait toutes les tâches, en fait, des esclaves. Elle le fait volontiers. Elle en fait même plus qu'il ne faudrait. Ça fait partie des vertus monacales de l'humilité. C'est quelque chose qui n'est pas bien porté aujourd'hui, l'humilité, parce que donc faire la vaisselle, vous savez, plus personne ne veut la faire, puisque voilà, donc c'est devenu un marqueur de distinction sociale, et le résultat, c'est qu'on mange des assiettes à carton. Enfin bon, voilà. Voilà, faire la vaisselle, faire les corvées, faire etc. Mais quand vous êtes jeune, vous avez échappé à la querelle entre mari et femme des tâches ménagères. Donc, ça a été la 3e guerre mondiale, ça. Bon, alors, je ne sais pas comment vous débrouillez aujourd'hui, mais en fait, je peux vous dire que... Bien, donc cette sainte, elle fait les tâches ménagères, et c'est une aristocrate, ce qui fait qu'une femme de l'aristocratie, il faut bien se représenter là aussi qu'une aristocrate du 7e siècle, elle appartient à une élite qui a une étiquette et un rituel. Hein. Bon. Secretum etiam purgare opus non tardans, n'est-ce pas?
et même ne tardant pas pour garer à nettoyer etiam même, c'est cretum, comme on dit en Italie, irriterati, les toilettes. C'est d'occupants, mais c'est des péchants, ferens fetores, vous avez même une allitération, ferens fetores tercoris, portant la puanteur du fumier. Voyez, il faudrait que je vous donne des phrases peut-être plus encore, où vous sentez le passage quand même au roman. Vous avez, je ne veux pas faire tout le texte, mais quanto fervore excitata, on parlait, je ne sais pas avec qui je parlais, des extases mystiques évoquées à Fangeau, vous avez ça là aussi, hein, la jouissance par le biais de l'humiliation. Quanto fervore excitata ad coquinam concursitabat, de quelle donc ferveur excitata transportée. Imaginez un peu, hein, ad coquinam, maintenant c'est les mecs qui font ça, ils se précipitent à la cuisine, transportés par leur bon sentiment à l'égard de leur épouse, vous voyez, c'est le moment de la jouissance masculine. Donc, de quelle ferveur excitée concursitabat, elle courait sans arrêt, ad coquinam à la cuisine, suam faciens septimanam, même si vous n'êtes pas fort en latin, vous devez comprendre, faciens faisant, suam septimanam, sa semaine. Alors ça c'est encore plus intéressant parce qu'on va le retrouver aussi dans certaines inscriptions. Aquam deputeo traebat, donc elle tirait l'eau du puits, et dispensabat per vascula, elle a distribué per vascula par des seaux. Hein. Vous voyez, vous avez des prépositions partout. Regardez. Je ne vais pas vous faire le commentaire linguistique, ça me prendra un temps fou. Puis je l'ai fait, est-ce que je l'ai publié? Je ne sais plus. Mais je l'avais fait en détail, ça, dans d'autres séminaires, mais je vous le montre en passant. Vous voyez, là, aquam deputeo traebat et dispensabat per vascula, on pourrait aussi bien le prononcer en langue d'oc ou en langue d'oïl. Structurellement, vous n'avez pas de différence de langue. On est là dans des structures, dans des syntaxes même qui sont aussi bien latins que romans. Et donc pour ça, il faut faire abstraction de l'orthographe latine. Voilà. Oui, je crois que ça suffira pour notre sympathique Radegonde et notre sympathique Baudonivie. Puis Baudonivie, elle faisait partie du petit rang, donc elle sait de quoi elle parle. Les Corvelles a dû les faire plus souvent qu'à son tour. Voilà, bien contente de voir que la maîtresse de ça. Voilà. Ensuite, ben écoutez, ce que je vais faire la récréation. La pause récréative de 5 minutes parce que je sais que vous l'appréciez, mais je ne sais plus si j'ai jusqu'à 11h ou 11h30, je ne me rappelle plus. Bon, enfin peu importe, de toute façon. Alors, voilà, donc je vous propose de nous arrêter 5 ou 10 minutes. Donc, nous ferons la suite des textes après.